Bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode plus léger techniquement, mais néanmoins essentiel pour la réussite de vos agents. Je parle bien sûr de la mise en place de plans de test qui vont vous permettre d'évaluer la qualité des réponses de votre agent. Cette fonctionnalité très attendue va vous permettre de vérifier que votre agent continue à répondre correctement, même si vous l'avez modifié ou changé de modèle d'intelligence artificielle. Sans plus attendre, allons regarder sur mon PC comment ça marche. Pour l'occasion, on va utiliser un agent spécialisé dans l'aide à l'achat de matériel de camping. Celui-ci repose sur les connaissances sur quelques fiches de produits que j'ai stockées dans un SharePoint, qu'on peut voir ci-joint. Voilà, donc on retrouve par exemple des informations sur des chaises pliantes. On retrouve également, par exemple, une glacière. Et l'idée, en fait, ça va être tout simplement de lui poser des questions sur ces produits. Donc, par exemple, je lui ai demandé de me proposer une sélection de produits pour aller camper. Il me propose cette liste de produits. Le but du jeu, ça va être d'utiliser le nouvel onglet Évaluation qu'on retrouve en haut. L'idée ici, ça va être de construire une liste de questions et de réponses et de lui donner des critères d'évaluation. Ceci va nous permettre en fait de voir si l'agent continue à bien répondre, quand on le modifie, quand le modèle change, ou tout simplement pour tester comment l'agent se comporte pendant qu'on est en train de le fabriquer. Comment ça marche? Eh bien, on clique sur Nouvel ensemble de tests. On arrive sur l'interface où on peut lui donner un fichier CSV avec l'ensemble des questions, ou lui demander de générer des questions par rapport à la description et à l'ensemble d'instructions qu'il contient, ou tout simplement, par exemple, utiliser la dernière conversation qu'on a eue avec lui pour récupérer la question et en faire un test. Et enfin, on peut travailler sur des créations de questions manuelles. Commençons par regarder ce qui se passe quand on clique sur Générer des questions. Alors, on va cliquer ici. Quand on arrive sur cet écran, on voit la liste des questions, par exemple des questions sur une tente, sur une glacière, enfin, sur les produits globalement qu'il y a dans la base de connaissances. Et on voit aussi méthode de test et réponses attendues. On va être, si on clique sur la première, on voit qualité générale, et donc il va évaluer la qualité générale de la réponse par rapport à cette question. Pour l'instant, rien ne vient fou, on va dire. Donc on va juste cliquer sur évaluer pour voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'on obtient comme premier résultat sans aller plus loin. Depuis l'accueil de l'écran évaluation, on voit l'ensemble des tests passés ou en cours. Il y a une colonne statut qui nous permet de voir ceux qui sont encore en cours de test et ceux qui sont déjà terminés. On voit qu'on teste sur les 10 questions générées automatiquement et terminées avec un score de 100%. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Prenons la première question. Quels sont les avantages du réchaud Pocket Rocket par rapport à d'autres modèles? On voit qu'il a une réussite de 100%. Je vais donc cliquer dessus. On voit un avis global semble pertinent, et on voit globalement la réponse qu'il y a eu. Donc voici les principaux avantages du réchaud, etc. Pour toutes les réponses, il nous a mis un 100% de réussite, parce que globalement, il a évalué une qualité générale. Nous, on voudrait aller un peu plus loin avec l'agent, et donc je vais vous montrer globalement les autres paramétrages disponibles. Au-dessus des résultats de tests déjà passés, on retrouve un ensemble de tests. Donc c'est le précédent qu'on avait créé tout à l'heure, et donc j'y ai rajouté quelques questions et quelques modifications qu'on va voir ensemble. Reprenons la question de tout à l'heure. Quels sont les avantages du réchaud Pocket Rocket par rapport à d'autres modèles? On voit ici que j'ai modifié. On est toujours dans la partie qualité, mais on voit évidemment qu'il y a des comparatifs de similarité ou des comparatifs de correspondance de texte. Pour celle-là, on va regarder qualité. Donc j'ai plusieurs réglages. J'avais qualité générale qui était cliquée dans la précédente. Maintenant, il y a comparer le sens. Donc les réponses ont la même signification que la réponse attendue, même si elles sont formulées différemment. Et on voit d'ailleurs une note de réussite, qu'on peut mettre à 30, 100, comme on veut. Donc c'est vraiment un niveau d'exigence de la qualité de la réponse. On voit globalement que moi j'ai dit « j'attends ». Le réchaud Pocket Rocket est très léger, possède une flamme réglable et chauffe l'eau rapidement. Il est adapté à la randonnée légère. Voilà ce que moi j'attends en similarité. Il va donc chercher à comparer le sens de cette réponse avec la réponse qu'il aura obtenue précédemment en jouant la question. Autre méthode de test, la similarité. Alors, qu'est-ce que la recherche de similarité? Mesure la proximité entre le texte de la réponse d'un assistant et la réponse attendue. Cependant, il risque de manquer des différences de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas de la qualité, il a une estimation globale si c'est intéressant, pertinent. Pour la similarité, il va essayer d'identifier les points importants de la réponse et de les retrouver dans la réponse obtenue par l'agent face à la question. Dans le cas d'un sac de couchage résistant au froid, on va chercher justement des réponses qui restent dans cette thématique et qui respectent l'idée principale. On a mis une tolérance de 50 sur 100, peut-être qu'on aurait voulu être beaucoup plus exigeant sur le niveau de similarité. Justement, à ce sujet, il y a une option pour être très exigeant. On parle d'un sac de couchage résistant au froid, peut-être que la température de résistance au froid est un point vraiment essentiel. On ne doit pas se tromper sur cette valeur. Et du coup, on utilise la partie correspondance de texte. Là, il existe deux possibilités. Correspondance exacte
à utiliser avec parcimonie. C'est principalement pour les réponses que vous utilisez dans un topic où vous avez écrit le texte à l'avance, parce que là, il voudra vraiment mot à mot, virgule après virgule, exactement le même texte. Sinon, utilisez la correspondance partielle. Et ici, c'est simple. Je veux que quand la question est quelle est la température minimale d'utilisation du sac de couchage Mountain Go 2, il faut moins 10 degrés. Petite subtilité intéressante pour ce cas-là, on n'est pas obligé de mettre juste ce moins 10 degrés. En fait, on a un petit bouton ajouter. On voit que je peux mettre d'autres mots ou expressions et surtout dire si je veux tous ces mots ou un seul de ces mots. Par exemple, en utilisant ou. Dernier réglage et pas des moindres, on voit écrit profil utilisateur. Et donc ça, c'est très intéressant. Quand on va cliquer dessus, on voit que je peux mettre une adresse email d'un utilisateur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, par exemple, dans le cas de recherche dans des documents SharePoint, l'agent va utiliser ce qu'on appelle le graphe de Microsoft 365. Et ce graphe utilise la proximité que vous avez avec des éléments. Comment je le traduis? Si vous lisez fréquemment un document, ce document va être prioritaire. Donc si je lis fréquemment des informations sur l'attente QuickTrail qui est stockée dans mon SharePoint, automatiquement, ce document est plus proche de moi. Ce n'est pas le cas pour un autre utilisateur. Comment on traduit concrètement dans votre quotidien professionnel? Vous êtes le responsable de la documentation d'entreprise des process. Vous faites un agent qui doit justement répondre à d'autres experts sur les process. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser un compte de test qui est celui d'un utilisateur qui a accès souvent à ces documents, car on va avoir les réponses les plus fréquentes qu'il fournira. Si vous utilisez par exemple le compte informatique d'un développeur de votre entreprise, celui-ci n'allant peut-être jamais dans ses documents, il va avoir des réponses sensiblement différentes et surtout des sources différentes. Maintenant qu'on a balayé l'ensemble des paramétrages possibles, on va regarder comment ajouter des cas manuellement. Et c'est assez rapide, on va cliquer sur ajouter un cas, j'entre ma question, et là je veux une correspondance exacte parce que je veux la capacité exacte de la glacière qui s'appelle la Chillmaster 24 litres. Oui, c'est un peu comme la couleur du cheval blanc d'Henri IV, tout est dans le nom, mais justement, on va voir comment ça va marcher. Je vais donc sur correspondance partielle, je rajoute mon 24 litres et je fais appliquer. Et je vois que la réponse s'est déjà rajoutée dans le plan de test. On va essayer d'un autre cas un peu plus évolué. Donc on continue, ajouter un cas, je vais dans la question, je rentre peux-tu me décrire brièvement l'attente QuickTrail 300? Et ici, j'ai le choix entre qualité ou similarité. Ici, moi, je vais lui demander de la similarité parce que je veux une fiche de produit descriptive. Donc, les informations présentes sont vraiment importantes. Donc, je clique sur similarité, réponse attendue, et je vais lui mettre du 80%. On enregistre, on va retrouver cette réponse qui doit être quelque part par là. Ici, voilà, on retrouve cette question à l'intérieur. Je vais donc maintenant enregistrer mon jeu de test. Maintenant qu'il a terminé, on va lancer l'évaluation. On retourne sur l'écran d'accueil, et on voit qu'il est en cours d'exécution. Pendant qu'il est en cours d'exécution, on va un petit peu regarder les tests précédents et surtout quoi en faire. On voit celui-ci à 85% de résultats. Je vais aller sur les trois petits points et je vois que j'ai exportation des résultats de test. En fait, ça va vous télécharger un fichier CSV. Ce fichier CSV, vous l'avez sur votre ordinateur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous essayez de l'ouvrir? Vous vous retrouvez devant ça. C'est pas terrible. Donc juste un petit astuce pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va le montrer rapidement. On va faire autrement. Il suffit d'ouvrir un fichier Excel, vous allez dans les données, vous faites obtenir des données à partir d'un fichier texte ou CSV, vous récupérez le fichier qui vient juste d'être téléchargé, vous faites importer. On retrouve là maintenant quelque chose d'un peu plus propre, des questions, des réponses, les scores, et s'il a loupé ou réussi les tests, et surtout, très intéressant, Copilot Studio vous donne une explication du score et ce qui s'est passé. On va donc cliquer sur transformer les données, on obtient un tableau, et vous vous retrouvez ici avec votre tableau. Donc là, vous allez maintenant pouvoir exploiter ce tableau. Donc par exemple, faire des graphiques, faire des statistiques, et un petit peu regarder globalement ce qui va avec, et voir pourquoi pas chercher à améliorer l'agent. Attardons-nous sur une question. Peux-tu me donner des conseils pour optimiser le rangement de mon équipement de camping? On voulait une réponse qui était cette information n'est pas présente dans la base, mais je peux proposer des conseils généraux, puisque c'est un agent d'assistance à l'achat, il n'est pas encore expert en camping. Donc il faut mettre un petit warning à l'utilisateur avant de continuer. La réponse a été, il a répondu directement des conseils. Donc on va un petit peu modifier l'agent pour corriger ça. Et donc, on va lui modifier ses instructions. De retour sur l'écran d'accueil de l'agent, je vais donc dans la zone instructions, je fais modifier, et je complète avec quelques instructions en lui disant si une donnée n'existe pas dans la base, tu dois répondre clairement, cette information n'est pas disponible. Lui dire que justement après, pour les autres où il a loupé, par exemple, les questions qui concernent les limites minimales d'utilisation ou les températures, d'être vraiment vigilant. Quand on va parler procédure ou étape pareil, s'il n'a pas d'informations, ben, il ne doit pas inventer des procédures ou des notices de montage et vraiment
faire attention sur les conseils d'ordre généraux. On va enregistrer et ça va nous permettre en fait de relancer le plan de test et voir comment il va se comporter. D'ailleurs, on voit à ce sujet, il a terminé le plan de test précédent et on va commencer par déjà relancer le plan de test. Pendant ce temps-là, on va consulter l'exécution du plan de test qu'on a créé et modifié ensemble. Donc il n'a plus que 80% de réussite. On voit un premier échec ici, un deuxième et un troisième. On voit donc qu'il s'est trompé sur «Peux-tu me décrire brièvement l'attente Quick Trail?» Pourtant, on aurait pensé que c'était une réponse simple. Que s'est-il passé? En fait, j'ai demandé un score de similarité de 80. Il a pris en effet un peu de liberté et un peu rajouté de détails. Là, vous avez deux choix. Soit vous choisissez de baisser le score à 70, parce que 76 reste très acceptable, et d'ailleurs on va le voir tout de suite après qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais vous pouvez aussi lui mettre une instruction pour réduire la taille des réponses et le forcer à rester synthétique sur 2 ou 3 lignes. Pour corriger, vous avez compris, on va dans le test, on va cliquer sur la question, on va baisser le score de similarité à 70 et on va faire appliquer, puisque je vous ai montré tout à l'heure comment modifier les instructions. Donc c'est une autre façon de faire. 76, c'est vraiment un bon résultat, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Une fois qu'on a obtenu les résultats de ces tests, on a le droit de se poser, est-ce que mon agent s'est bien débrouillé ou est-ce qu'il est mauvais? Donc déjà, il faut séparer les notes de score de questions individuelles au scoring global. Ce n'est pas parce que j'ai demandé 40% de résultats positifs sur une question que je veux 40% de bonnes réponses globalement à l'agent. C'est juste qu'il y a certaines questions, je ne vais pas avoir les mêmes critères. Et donc, qu'est-ce qu'un bon agent? On considère qu'à partir de 70% des réponses qui ont passé les tests d'acceptance, on considère que l'agent est normal. Au-dessus de 80% de bonnes réponses, on commence à être dans un agent qu'on considère bon. Au-dessus de 90%, on est vraiment dans l'exceptionnel. D'ailleurs, pour des agents low-code comme Copilot Studio, 90%, c'est vraiment exceptionnel. On est plutôt à partir du 90% sur les agents sur mesure. Et si un agent dépasse les 95%, ce que je vous souhaite, mais dans les agents low-code, ou les agents assistés comme on le voit là, et pas les agents qu'on fait vraiment sur mesure, 95%, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que l'agent, soit les questions ne sont pas pertinentes, soit peut-être que le dataset n'est pas pertinent. Qu'est-ce que le dataset? C'est le jeu de données, les informations, les documents que vous avez fournis. Donc finalement, c'est quoi la bonne réponse? Disons que si vous avez un agent entre au-dessus de 70%, c'est tout à fait acceptable et vous n'avez pas à rougir. S'il est entre 85 et 92%, franchement, c'est super. Pour continuer à améliorer votre agent, vous avez encore quelques possibilités. La première, qui est souvent oubliée, pensez vraiment à regarder les données, les documents que vous donnez à l'agent. Ils doivent être vraiment le plus propre possible, éviter les informations désordonnées, redondantes ou les multiples archives. Ensuite, d'un point de vue technique dans l'agent, eh bien, je vais vous inviter à regarder une des deux vidéos qui vont s'afficher juste à côté de moi sur la manipulation des rubriques ou d'utiliser les capacités de raisonnement de votre agent. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de liker, partager et surtout, abonnez-vous.